Je crois que j'ai besoin de répondre à tout le bien et en même temps tout le mal que ce livre m'a fait. J'appréhende beaucoup de faire cette vidéo parce que en fait j'ai tellement de trucs à dire sur un seul et même livre et ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai tellement de takes qu'il me fallait un temps plus long. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Pour le contexte, récemment j'ai lu Dans ma chambre de Guillaume Dustan. C'est pas son vrai nom, hein, mais c'est un auteur de la fin des années 90, début des années 2000. Il est mort en 2005. Peut-être qu'il y en a pas mal qui le connaissent pas parce que moi je le connaissais pas il y a à peine 2 semaines. Guillaume Dustan, c'est un gars qui a fait l'ENA, qui était juge le jour et la nuit, qui traînait énormément dans les boîtes de nuit, les bars, les clubs gays, qui aborde beaucoup le sujet de la sexualité et des pratiques sexuelles propres au milieu gay. C'est un auteur qui originellement voulait pas se montrer, qui a fait quelques interviews masquées, mais qui est très vite apparu en masse sur les médias, notamment chez Ardisson. Dieu sait que je le déteste, mais il y a une interview un peu iconique en face d'un prêtre. Ça va mieux là? Ben oui, enfin. Ça n'a pas l'air, hein. Il était pris dans une controverse à l'époque parce que lui, en tant que personne séropositive, prônait la pratique du sexe sans capote entre personnes séropositives. Notamment sur cette lecture qui m'a beaucoup questionné sur la radicalité des pratiques sexuelles dans les milieux gays. Et c'est surtout un débat qui divise au sein de la communauté LGBT, surtout quand on parle de personnes séropositives et que c'est des personnes séropositives qui ont des positions anarchistes. On oppose souvent l'argument de la santé publique face à des positions d'anarchisme sexuel. Et la question de la santé publique dans ce débat, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Ouais, je suis comme ça. Clap de fin, merci de m'avoir écouté. Non, pour moi, c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que, en invoquant ce genre d'argument, on ne considère pas les séropositifs comme une partie intégrante du corps social. L'enjeu de ce texte, c'est d'abord d'arrêter l'hypocrisie. C'est un roman qui s'attaque à la réalité des milieux queer, aux drogues, à la réalité des pratiques sexuelles. Encore récemment, on a vu beaucoup de personnes choquées que Bilal Hassani prenne la parole sur ce sujet dans un cadre institutionnalisé. Là, c'était dans le podcast de Lena Situation qui est vu par des millions de personnes. Je pense que c'est d'abord ça l'enjeu de ce texte, c'est pas de dire laissez les séropositifs faire ce qu'ils veulent, c'est d'abord de faire table rase pour pouvoir poser toutes les violences sexuelles, qu'elles soient physiques ou sociales, dans les milieux queer. C'est seulement après avoir fait ça que Guillaume Dustan peut revendiquer un anarchisme sexuel pour se libérer des discriminations. Ce que les médias, l'opinion publique et une partie de la communauté LGBT ont pu lui reprocher, c'est de banaliser des pratiques qui sont physiquement dangereuses. Je vous fais pas un dessin, sadisme, masochisme et plein d'autres trucs que je peux pas dire sinon je vais me faire ban. Mais ce que disait Dustan chez Ardisson, c'est qu'il prônait une éthique de soi. On est responsable pour soi et pas pour les autres. Et ouais, c'est un point important. Parce que c'est effectivement le contraire de ce que plein de gens essayent de nous faire croire. Et là, on retrouve évidemment Foucault, et je pense que sa wig en témoigne. Le mec sait faire de sa propre personnalité une œuvre d'art. Ce que je veux dire, c'est que cet anarchisme sexuel, qu'il soit applicable sur le plan sanitaire, moral, et qu'il soit égalitaire, en fait, je m'en fiche. Parce que ça m'a fait du bien d'entendre un discours non pathologique sur le sida. Il y a certes une posture sacrificielle, une croyance dans sa propre invincibilité qui a ses conséquences sur les positions de Guillaume Dustan, sur la liberté sexuelle. Mais ce qu'il faut d'abord voir, et ce qui m'a profondément choqué, parce que c'était la première fois que je pouvais entendre ça, c'est que c'est un discours qui ne cherche pas à soigner. C'est un discours qui ne traite pas d'un objet demi-mort ou aliéné. C'est un peu triste à dire, mais c'est la première fois que j'ai entendu parler des séropositifs comme on peut parler d'êtres humains. Et je pense que la panique créée par les propos de Dustan, c'est d'abord une panique par rapport à la vitalité des séropositifs, de voir qu'elles pouvaient se prendre en charge elles-mêmes, qu'elles n'étaient plus l'objet manipulable de la médecine ou de l'État. C'est là que la question de l'éthique de soi, de la pratique de soi est très importante parce qu'elle rejoint la question de l'anarchisme sexuel. Parce que Guillaume Dustan a montré à une partie de la communauté LGBT dominée par le discours médical et médiatique, aux médias, à la médecine et aux formes d'autorité en général, il a montré que des personnes séropositives pouvaient adopter un mode de vie en dehors du discours pathologisant. Et on a voulu se boucher les oreilles en le traitant de fou ou de radical. Et comme tout bon épouvantail, en fait, il fait d'abord peur à ce prêtre qui est en face de lui chez Ardisson. Il fait peur à tous ceux qui crient au danger public. Encore une fois, on voit les limites de la société française à intégrer les personnes séropositives, même après les premières vagues de sida. Certes, les personnes séropositives existent dans la société française, mais elles ne peuvent être raisonnablement acceptées à l'intérieur du corps social tant qu'elles ne se soumettent pas au discours médical et donc qu'elles prêtent serment à une abnégation de soi. Elles sont acceptables tant qu'elles dévouent ce qu'il leur reste de vie à ne pas vivre comme ou avec les autres pour ne pas les contaminer. Ah, j'entends que ça sonne, oui, c'est qui? Coucou, c'est Michel Foucault le Chauve. Désolé pour ça, mais en gros, ce que disait Foucault avec le concept de biopouvoir, c'est que en gros, la soumission contemporaine
contemporaine se fait par la mise en place de politiques visant à conduire le corps d'un citoyen, que ce soit par des techniques ou par des discours. En gros, que les chaînes, c'était moins la pathologie que le discours pathologisant. Et j'ai l'impression que c'est surtout à cette conscience-là que voulait éveiller Guillaume Destan, notamment dans la communauté gay, parce qu'évidemment que c'est pas souhaitable d'abandonner toute mesure préventive contre le VIH. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'il disait. Mais la différence, elle est à faire sur le plan du point de vue, parce que ce que nous rappelle ce roman, c'est aussi que la séropositivité, c'est une expérience solitaire, que malgré les communautés queer, voire les communautés de séropositifs, personne ne pourra vivre cette maladie pour toi. Ce qui nous dit en quelque sorte, c'est que les autorités étatiques et médicales doivent redonner la possibilité aux séropositifs de se soucier d'eux-mêmes, la possibilité d'être responsables d'eux-mêmes et non pas des autres, pour pouvoir construire un style de vie séropositif en dehors de l'aliénation pathologique. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa défense de l'euthanasie ou des rapports non protégés entre personnes séropositives. Bref, la prévention est devenue une discrimination. Et ça se comprend parce qu'il y a une différence entre donner la possibilité à quelqu'un d'avoir conscience des conséquences de ses actions, oui c'est très long, et faire le choix à la place de l'autre. Je pense que crier à la radicalité de son texte, c'est surtout avoir peur d'un individu qui s'auto-détermine, d'avoir peur qu'un individu existe autrement que pour ma propre sécurité. Moi, individu étranger à cette réalité, qui préfère deal avec le risque de contamination en obligeant la personne contaminée à endosser ma propre responsabilité, plutôt que de moi-même devenir responsable face à cette maladie. En fait, on a toujours du mal à se dire qu'une maladie, en tant que problème du corps social, elle n'appartient pas qu'à ceux qui en souffrent. Mais quand c'est une maladie qui touche le corps social, ça vous appartient aussi, en fait. C'est dans les mots. Bon, ça, c'était un peu la partie qui m'a fait réfléchir dans le livre, parce que c'est son gros problème. Enfin, du moins, c'est le problème qu'on a voulu lui projeter a posteriori. Sur ce livre en particulier, et pas toutes les interviews et tous les sujets politiques qu'il a pu aborder. Ce que j'oublierai jamais avec ce livre, c'est tout simplement son énonciation. Cette neutralité, cette manière très prosaïque qu'a Guillaume Destan de juste superposer son mode de vie. C'est des propositions simples, c'est des mots pour donner un effet catalogue. Bon, comme ça, vous vous dites c'est chiant, on a déjà vu, passe à autre chose. En fait, en tant que lecteur, on a accès à de la matière brute, à tout ce qui peut graviter autour de lui, aux détails des boîtes de nuit, à ses pratiques sexuelles, aux hommes qu'il rencontre. Parfois, l'auteur fait quelque chose de cette matière brute. Et parfois, on subit juste un espèce de tas descriptif tellement précis et simple que j'en ai envie de vomir. À un moment où il se fait percer les testicules, vous vous doutez bien qu'il ne le dit pas comme ça, et je l'aurais pas dit comme ça non plus, mais je veux pas me faire ban. Et j'ai tellement souffert pendant ce passage parce que, justement, l'énonciation ne prenait pas en charge toute la souffrance physique du moment. Parce que Guillaume Destan choisit de rester, la plupart du temps, toujours détaché des événements qu'il raconte. Et à la lecture, ce que j'ai tout de suite ressenti et ce qui m'a surpris, c'est de voir que la seule manière de raconter les violences dans les milieux gays, c'était d'adopter le même langage. D'adopter un langage SMS, d'en rester aux abréviations sur les positions sexuelles et de continuer à parler en slang gay. Il était assez engagé contre les intellectuels de son temps qui méprisaient pas mal la culture populaire, notamment d'autres auteurs gays qui préféraient parler des dîners mondains plutôt que de l'after en boîte où ils sont aussi allés. Mais moi, je l'ai d'abord ressenti comme un besoin, parce que pour raconter la morbidité, le mécanisme et même l'hallucination provoquée par ce mode de vie, eh ben, il faut en rester à une perception instinctive. D'autant plus que la majeure partie du temps, il n'y a aucune place pour l'espoir, pour le sublime, et donc pour l'intellectualisation de ce qui reste au final un quotidien de survie. Et la mort n'arrive pas comme un drame dans le récit du seul fait qu'elle est déjà omniprésente, qu'elle est palpable sans jamais être dite à travers cette succession d'événements mi-vécus, mi-subis. Parce que à quoi ça servirait de mettre en scène toute une progression théâtrale vers la mort? À rien. Franchement, à rien, ça ne pourrait que trahir un quotidien tiraillé entre l'espoir et l'autodestruction, où la mort et la violence sont banalisées. À un moment, il cite une réplique de Jeanne Moreau, ma vie, et je trouve que ça résume bien l'attitude générale du roman. Non, je ne pense pas que tu es stupide, je pense que tu as perdu espoir. Il faudrait ne rien faire, absolument rien, en attendant que l'espoir revienne. Bref, Guillaume Destan, lui aussi, il est dans l'attente et il nous force à attendre avec lui. Il nous force à regarder les milieux gays en face et c'est pas si anodin que ça. Parce que franchement, ça a été une des premières fois où j'avais l'impression qu'on pouvait enfin être honnête sur la réalité des espaces et des pratiques sexuelles gays. Et je dis pas ça pour adopter une certaine axiologie et crier
éveillé au changement ou autre chose. Mais tout bêtement, ce que je me suis dit, c'est que ça faisait du bien de lire des choses comme ça. De lire que Grindr a pour ancêtre le Minitel. De lire que les types de gays n'ont pas beaucoup changé en 26 ans. Que la catégorisation actif-passif a toujours été discriminante. De lire que tous les gays entre eux se regardaient déjà en chien de faïence et que les hiérarchies au sein de la communauté étaient déjà les mêmes. C'est vraiment très bête et méchant à dire, hein, mais j'avais pas eu la chance de lire sur ces expériences que je vis et que chaque gaze vit au quotidien. Par rapport à ma découverte, et je pense la découverte de beaucoup de personnes de leur sexualité, qui peut très vite devenir culpabilisante parce qu'on nous pousse dans des milieux et des représentations qui dérivent vers la violence. Et au-delà de tout ça, j'avais pas eu la chance de les lire comme moi je peux les raconter. Comme je peux le raconter à un ami au café ou par message. Et juste de pouvoir les lire telles qu'elles sont. C'est certainement pas une littérature qui plaît et qui plaira à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est évident qu'elle n'a pas été écrite pour être appréciée. Mais on peut pas lui enlever que c'est un livre qui fait histoire, qui établit un pont avec le futur et témoigne de l'expérience gay au moment où l'incidence mondiale du sida culminait. Parce que c'est une histoire que personne nous a appris et je pense personne ne nous apprendra à l'école. Je rappelle quand même que les années sida ne sont qu'un point d'ouverture dans le programme de terminale sur les années Giscard et Mitterrand. À titre de comparaison, le tunnel sous la Manche est aussi un point d'ouverture pour le chapitre suivant de terminale. Bref, moi en tout cas, j'ai enfin pu trouver ce document si précieux et c'est un énorme problème que ça arrive qu'au bout de 3 ans d'études sup, qu'au bout de 5 ans de curiosité littéraire assez intense quand même, pas pour me jeter des fleurs. Pourtant, Dieu sait que j'essaye de m'intéresser au maximum à des auteurs queer, mais on a préféré minimiser son témoignage en le réduisant à de la pornographie ou au mieux à de la folie. Donc pas étonnant que ça arrive à mes oreilles que maintenant. Anyway, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez absolument pas à aller vous procurer ce livre Dans ma chambre de Guillaume Dustang, disponible chez POL en poche. Moi, je pense que je vais aller acheter beaucoup de ces livres parce que j'en ai vraiment physiquement besoin, même si oui, ça me fait vomir à certains moments. Et je voudrais remercier quand même Philomène qui m'a très humblement et très gracieusement parlé de ce bouquin. Je connaissais l'auteur de nom, mais j'y étais jamais allé et elle m'a donné envie d'y aller. Et j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai donné la même envie parce que, et vous revenez au début de la vidéo parce que j'en ai dit assez anyway.